cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, soirée spéciale lecteur.com, où nous recevons Marie-Sabine Roger, qui est arrivée numéro 1 du palmarès des explorateurs de la rentrée littéraire, catégorie roman français. Karine, si je me trompe, tu me... Voilà. Pour Loin Confin, qui est sorti aux éditions du Rouergue. Pour l'interroger ce soir, nous retrouvons Karine Papillot, journaliste littéraire, qui va prendre le relais tout de suite. N'oubliez pas que si vous voulez poser des questions à Marie-Sabine, vous pouvez le faire par l'onglet Converser. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci Nathalie. Bonjour Marie-Sabine. Alors, affichez-vous devant moi, là, que je vous vois un peu plus grand que dans cette vignette. Marie-Sabine, je me suis occupée cette année, cet été encore, de lire et de choisir les livres aussi avec l'équipe de lecteur.com pour les explorateurs de la rentrée. C'est-à-dire tous les ans, on fait lire 50 livres à 50 personnes qui ont postulé. Donc, on embarque des volontaires et des très enthousiastes. Et sur ces 50 livres, avec cette année particulièrement plus de maisons d'édition, plus de petites maisons d'édition, on avait 42 maisons d'édition, on tourne en général autour de 30, 30, 33. On a privilégié, en raison de la Covid, évidemment, aussi les maisons françaises, enfin les auteurs français plus précisément. Et moi, j'ai lu tout l'été des chroniques des explorateurs qui sont merveilleux et qui ont tous été dithyrambiques sur Loin Confin. Et je peux même dire que votre livre, Marie-Sabine, est arrivé premier du domaine français, mais il est arrivé en notation premier de tous les romans étrangers et français, tout cumulé. C'est la première fois que ça arrive. Ah, écoutez, ça me fait extrêmement plaisir, ça je ne savais pas, je l'apprends, mais j'en suis ravie, ça me touche d'autant plus que pour moi c'était un livre qui était un peu un challenge, on va dire, c'est-à-dire qu'il était un petit peu différent de ce que les lecteurs avaient l'habitude de lire quand je publie au Rouergue, et je me demandais un peu comment il serait reçu, donc voilà, je suis rassurée, je vous remercie Karine. On vous retrouve quand même, hein, on vous retrouve dedans. Dites-nous de quoi il s'agit, avant de parler de ce qui distingue ce livre de votre production plus habituelle. On va d'abord parler un tout petit peu de l'histoire, l'histoire dans l'histoire. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui est princesse parce que son père est le roi d'un archipel. Voilà. Agapito Ier. Agapito Ier, c'est le roi de Loin Confin et des contrées annexes, hein, Pétracelle, voilà. Patelin, Macapet et Moukmouk. Voilà, et sans compter Ergastule et Mitard, dont il est empereur honoraire. Voilà. Alors, cette petite fille, elle va sur ses 9 ans et depuis des années, son père lui donne des leçons de ciel le soir au balcon. Il sort régulièrement des cartes sur lesquelles il lui montre où se trouve l'archipel qui est dans l'océan frénétique, mais il le montre sans le montrer, puisqu'en fait, il lui explique que l'archipel, l'océan frénétique, ne soit indiqué sur aucune carte, pour des raisons très mystérieuses. Mais bon, il a été chassé de son archipel, et un jour, la petite fille se dit qu'un jour, elle sera héritière. Logiquement, elle ne devrait pas l'être, parce qu'elle a 6 frères, qui sont tous plus grands qu'elle, mais elle a le pressentiment qu'elle va être l'héritière de cet archipel. Et quelque part, c'est ce qui va vraiment arriver, d'une certaine façon. Ce qui va se passer, par contre, dans la vie de cette petite fille, c'est que à 9 ans, il va se passer quelque chose d'assez brutal. Il va y avoir un bouleversement profond. Vous me direz jusqu'où on va dans l'explication de ce bouleversement, mais il y a un bouleversement profond et elle va devoir revisiter en fait toutes ses croyances. Et malgré ce choc, malgré le fait que, effectivement, son père n'est pas l'homme qu'elle croyait, ce n'est pas forcément l'empereur qu'elle croyait, c'est un homme différent de celui auquel elle croyait. Elle va garder un amour complètement intact et un amour passionné en fait pour ce père. Et donc elle va faire le choix, à partir d'un certain moment, de croire envers et contre tout ce qui lui semble important de croire, c'est-à-dire les rêves auxquels son père l'a fait participer pendant des années. Donc on est sur un livre qui bascule en permanence de la petite fille, Tana, qui s'appelle donc Tana enfant, et de Tana adulte. Donc on peut voir la femme adulte qui est devenue Tana, qui est devenue une femme forte, alors qu'elle aurait pu être fragilisée justement par les déchirures, les bouleversements qui ont eu lieu dans son enfance. Et voilà, ce livre parle de beaucoup de choses et en espèce de contrepoint, je vais dire, il y a le personnage de la mère
que Tana n'aime pas. Elle n'aime pas sa mère, elle ne s'entend pas avec elle. Et sa mère décédera, là, il n'y a pas du tout de suspense, elle décédera assez tôt, en fait, quand Tana aura 18 ans. Et après, Tana comprendra, en fait, ce qui s'est vraiment joué pendant son enfance et l'importance qu'a eu sa mère pendant toute son enfance. Voilà. Donc, ça parle de l'amour filial, réussi ou raté, parce que parfois l'amour filial ne se découvre que plus tard, voire même trop tard. Et puis, ça parle aussi des rêves, de la force qu'ils peuvent nous donner, ou de la fragilité, on ne sait pas. En l'occurrence, c'est une force. Et ça parle également du regard parfois différent qu'il faudrait poser sur ceux qui sont justement différents de nous. Voilà, donc ça aborde un certain nombre de sujets par le biais par moment de langage un peu inventé, parce que l'archipel, voilà, il y a des tas de noms, il y a la faune, il y a la flore, il y a tout un univers réellement à la fois tropical et complètement fantaisiste. Et puis il y a de l'onirisme, il y a de la poésie, et il y a aussi parfois une réalité qui est très dure, très, très, très franche. Et on joue la bascule en permanence dans ce livre entre ces réalités-là et ces personnages-là. Voilà. On retrouve, c'est extrêmement, ça tombe bien, c'est ce que j'ai lu, je retrouve parfaitement projet accompli. Ça ressemble quand même beaucoup à ce que vous aimez faire. Enfin, c'est un texte absolument original, bien sûr, mais on retrouve quand même la façon dont vous aimez parler des décalés. Les décalés, qu'ils soient dans l'âge, dans le grand âge, enfin l'âge qui devient grand, ou dans la simplicité mentale ou l'errance mentale, l'errance psychique. Il y a quand même, c'est des sujets que vous aimez travailler. Est-ce que c'est parce que ces personnages-là touchent à une forme de candeur, une forme de pureté, peut-être, qui vous est chère? Là, en l'occurrence, il y a une part d'enfance, ça se manifeste. Dans le père a un côté très enfant, finalement, dans ses croyances. Alors après, je ne choisis pas les sujets, c'est-à-dire les sujets s'imposent. Et il se trouve qu'effectivement, depuis des années, je parle de sujets qui sont fragiles. J'ai un de mes romans qui s'appelait Attention fragile, il y a des années de ça, qui existe toujours d'ailleurs, je crois. Et c'est vrai que je me rends compte, en fait, au départ, ce sont les lecteurs, je crois, qui m'ont fait me rendre compte du chemin que j'avais emprunté. Parce que j'en étais consciente, mais pas réellement. Et en fait, ce sont les lecteurs qui ont pointé du doigt le fait que dans tous mes livres, pratiquement tous mes livres, il y a toujours des gens qui sont à la marge, qui sont un petit peu fragiles, qui sont un petit peu voilà, qui sont un peu perdus, qui sont alors parfois de façon définitive, parfois de façon très ponctuelle, mais ce sont des gens qui au bout d'un moment ont été mis hors du chemin classique, du chemin que les autres sont censés suivre. Voilà. Je me retrouve avec ces personnages-là, mais je ne le choisis pas. Alors je pense qu'eux, ils ont compris que la maison était accueillante parce qu'ils viennent. Et donc je me retrouve régulièrement avec des personnages qui arrivent, qui s'installent en fait, et qui me racontent leur vie. Alors la différence, j'en parlais tout à l'heure, une des différences de Loin Confin, entre Loin Confin et le roman que les lecteurs étaient habitués à lire au Rouergue depuis quelques années, c'est le fait que ça n'est pas écrit en mode jeu. Là, ce n'est pas le personnage qui parle de lui-même, alors que c'était le cas pour Dans la tête en friche, dans Vivant l'avenir, etc. Là non, c'est le personnage, il y a un narrateur extérieur, narrateur omniscient, comme on dit. Mais c'est une différence qui est minime en fait. Et ça s'est trouvé comme ça. C'est-à-dire que je me suis trouvée à commencer à écrire ce livre sans savoir de quoi j'allais parler, parce que je ne sais jamais de quoi je vais parler quand je commence. Et je me suis retrouvée avec une petite fille qui prenait des leçons de ciel sur un balcon, avec un père qui lui racontait des choses absolument extraordinaires, et ce père était un empereur. Et en fait, pendant quelques pages, j'ai vraiment, même si dès le départ, je sentais qu'il y avait des choses qui étaient particulières dans ce royaume-là, il y avait quelque chose de quelque part trop beau, trop joli, trop parfait, trop exotique, je ne savais pas où j'allais. Et je l'ai découvert au fur et à mesure parce que j'ai besoin que les personnages me racontent leur vie pour pouvoir les connaître, en fait, exactement comme on fait connaissance de quelqu'un. Alors c'est vrai que quand j'explique ça surprend toujours un peu les lecteurs. Et pourtant, c'est une réalité, c'est pas du tout une posture. C'est-à-dire que je ne me suis jamais dit, pour tel ou tel livre, je vais écrire sur l'illettrisme ou sur le handicap ou sur la folie. Jamais. Le texte arrive et moi, je suis. Et en fait, pour que je suive, la condition essentielle, c'est que, bien sûr, l'histoire m'intéresse quelque part, parce que je suis la première lectrice, donc il faut que je n'ai pas envie de lâcher l'histoire, et il faut que je sois touchée par au moins un des personnages.
s'il n'y a pas au moins un des personnages qui me tient du point de vue de l'empathie, je ne peux pas. Oui, mais alors, on peut comprendre que vous n'écriviez pas une thèse en sous-texte du roman, mais et que vous n'ayez pas tout calculé, tout contrôlé. Mais quand vous dites que vous installez et que là, c'est une petite fille qui arrive, vos personnages ne vous font pas des signes avant? C'est pas des gens qui surviennent parce que vous avez vécu une anecdote, quelque chose qui décanterait? Ce n'est pas, ça ne Alors, il y a parfois une irruption du réel, toujours de façon. Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai toujours écrit de la fiction. C'est pas vrai pour le prochain texte, mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours écrit de la fiction. Et c'est vrai que la réalité vient toujours s'immiscer de façon justement fictionnelle, en fait. Quand j'ai écrit Loin confin, on peut le ressentir sur les dernières pages du texte. Quand j'ai écrit Loin confin, en fait, j'étais dans une période très particulière de ma vie, puisque ma mère était en fin de vie, en fait. Et donc, je l'accompagnais. Donc, j'avais un rapport très, très fort avec sa fragilité, qui ne pouvait aller que, bien sûr, en grandissant. Et je pense que quelque part, ce texte-là n'est pas arrivé pour rien, parce que j'avais aussi besoin, par rapport à une réalité qui était dure, de pouvoir par moments m'échapper. Et donc, je n'ai pas choisi d'écrire ce texte, mais je pense qu'il est arrivé au moment où il devait venir, en fait. C'est-à-dire que ça m'a aussi apporté le voyage, l'exotisme, le souffle, la chaleur, que je n'avais pas dans ma vraie vie, comme Tana, dans son appartement, ne l'a pas non plus. Il y avait une part d'obscurité et de froid qui se profilait dans ma vie, et j'avais besoin de cette échappée-là. Donc, ce n'est pas un choix. Mais alors, tout ce que je vous dis là, ça a l'air extrêmement réfléchi, ça ne l'était pas du tout. C'est-à-dire que c'est après coup que je me suis rendu compte des choses. Après coup que j'ai compris. Parce que pour ceux qui ont lu déjà le roman, ils le savent, vers la fin du roman, voilà, on arrive dans un lieu particulier et le roi est dans un endroit particulier qui me rappelait très, très précisément des choses que j'étais en train de vivre. Donc voilà, ça, oui, c'est une éruption du réel. Mais par contre, c'est pas un choix délibéré. Je ne cherche pas les personnages, ce sont eux qui me cherchent. En fait, c'est ça. Et ensuite, après coup, je peux toujours expliquer. Enfin, toujours, non, c'est faux. Je ne peux pas toujours expliquer. Souvent, je ne le peux pas même. Mais parfois, je peux expliquer d'où vient tel ou tel personnage, ou en tout cas, telle partie de tel personnage. Je dis souvent aux gens quand je les rencontre que j'écris sur les voisins de palier. Et en fait, pourquoi? C'est parce que tous mes personnages sont fragiles, ils sont souvent un peu décalés et en même temps, ils nous ressemblent. Oui. Je pense que la plupart des gens, en fait, c'est ce qu'ils me disent, c'est le retour que j'en ai lorsque le lecteur me dit qu'ils sont touchés. Ils sont touchés par les personnages parce qu'ils ont l'impression de les connaître. Et je pense que tout simplement, ils les connaissent parce que dans chacun de ces personnages-là, il y a une part de réalité. Alors, tout le monde n'a pas connu un Agapito Ier, on est bien d'accord, mais des gens qui soient un petit peu, voilà, comme ça, particuliers, oui, je pense qu'on a tous plus ou moins fréquenté. Alors, ces personnages qui s'invitent chez vous, dans votre tête, dans votre bureau, dans vos romans, que deviennent-ils ensuite? Parce qu'ils sont vraiment très, très vivants. Sont-ils encore quelque part dans votre tête? Il me manque. C'est ça le problème. Alors, pas tous, bien sûr. Bon, je ne tire pas au fur et à mesure des années de valises de plus en plus lourdes à remplir les personnages qui me manquent. Hein, c'est pas ça. Mais en fait, ils prennent une place très particulière. C'est qu'ils prennent la place de gens que j'ai connus. Alors, je sais bien que je ne les ai pas connus vraiment. Je vous rassure, je vais à peu près bien. Hein. Mais malgré tout, ils laissent une empreinte. Alors, pas tous. Tous les personnages ne m'ont pas marqué au même titre, même si je les ai tous aimés en écrivant, ils ne m'ont pas tous marqué au même titre, mais il y a des personnages qui m'ont marqué de façon beaucoup plus durable. Oui. Et je sais déjà que Agapito et Tana vont rester longtemps, en fait. C'est évident pour moi. C'est évident. Alors justement, vous avez beaucoup écrit pour la jeunesse, vous pourriez écrire cette histoire-là, la vraie histoire d'Agapito, parce que le monde, vous l'avez déjà... La vraie histoire. Ouais. Il existe. C'est d'ailleurs incroyable, parce que là, vous fabriquez un monde dans le roman. Comment ça s'est fait, ça? Comment ce monde-là vous est venu? C'est plus que des personnages. Le monde est venu. Bon, c'est un monde complètement inventé, hein, voilà, c'est clair. Et en même temps, c'est sûr qu'il y a des sources d'inspiration. Alors, j'ai eu la chance de vivre un peu à Madagascar, de vivre un peu à La Réunion, et mon second fils vit à Mayotte.
Je suis allée le voir l'année dernière. Donc là, vous avez le côté tropical, vous avez l'île. Voilà. Après, j'ai eu la chance de vivre 18 mois au Québec. C'est moins tropical, c'est sûr. Mais c'est très vaste. Il y a une vastitude, il y a des étendues, voilà. Et donc, ça a aidé aussi. Je n'ai pas cherché vraiment des lieux qui me rappellent quelque chose. Ils se sont installés. Et par contre, lorsqu'ils se sont installés, c'est vrai que bon, les gens qui connaissent La Réunion, par exemple, peuvent retrouver dans les noms, dans certaines sonorités, dans les villes qui commencent toujours par Saint ou Saint, etc. Enfin, il y a des choses qui sont, voilà. Sauf que j'ai inventé des saints qui n'existent pas. Sainte-Cloque et Sainte-Flictaine n'existent nulle part, hein. sauf à loin qu'on fait. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un travail particulier d'inventer les mots, mais quand je dis travail, le mot n'est pas juste parce que je ne travaille pas à les inventer. Si le mot inventé ne vient pas, il ne vient pas. Je ne vais pas le chercher. Je ne m'amuse pas à fabriquer des mots valises. Quand les pirogoés en bois de flotte à l'eau sont arrivés, ils sont arrivés tout seuls. Je n'ai pas cherché à faire qu'est-ce qu'on peut faire qui ressemble à pirogue. Et non, c'est pirogoé, flotte à l'eau. Voilà, c'est une essence précieuse qu'on n'a pas ici. Et ça s'est installé tout seul. C'est un travail, une façon d'écrire que j'ai souvent utilisée justement dans les albums pour jeunesse, pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup de mots inventés dans mes albums pour enfants et dans certains de mes romans pour enfants aussi. Donc, c'est quelque chose qui vient assez naturellement. J'ai toujours trouvé que les dictionnaires étaient trop petits et je pense qu'il faut rajouter des mots. Et quand je le dis en riant, mais je le suis en même temps sérieuse parce que j'adore les patois, même si le mot est un peu péjoratif, mais j'adore les patois, j'adore les parlers régionaux, j'adore les parler enfantins. Quand j'étais au Québec, c'était un vrai régal, parce que bon, le québécois est magnifique, en plus l'accent est magnifique aussi. La Réunion, c'est pareil, et j'ai besoin des mots, si vous voulez. Bon, je suis auteur, c'est pas pour rien, mais la communication passe par là. Et j'ai l'impression que j'en aurais jamais assez. Si je pouvais en commander davantage, vous voyez, j'en aurais plus et j'en remplirais les armoires. Donc j'aime les mots. Et je ne me suis jamais gênée pour en inventer. Alors, parfois, c'est de façon discrète. Les gens qui me lisent de façon très, très pointue voient que dans certains romans, il y a un mot. Tiens, ils ne le connaissaient pas, c'est normal, il n'existait pas. Mais je le mets. Et voilà. Et bon, ça ne restera pas, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est la liberté de l'auteur, elle est là aussi. La liberté de l'auteur, elle est immense, on est d'accord, mais elle est là aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi, si on veut, si on le choisit, on peut s'échapper aussi des contraintes qui nous sont données par la syntaxe ou le vocabulaire. On a le droit. Ce très beau texte, donc Loin confins, parle donc essentiellement d'une relation père-fille, qui est une immense relation d'amour. Et là, je fais attention, j'essaie de me rappeler ce que vous avez dit pour pas rien trahir. En fait, ce qui est particulièrement touchant aussi dans ce livre, c'est que le papa est un peu, oui, décalé, ça doit porter un nom, ça doit être une maladie, certainement ce qu'il a, mais le langage, le contact, l'amour, l'échange est toujours possible, quitte à inventer une île. Vous ne mettez jamais personne sur le côté de la route dans vos romans. Tout le monde est ensemble. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très fort chez vous. J'essaie. Alors, en fait, c'est vrai que dans le roman, justement, oui, parfois, si la mère est un peu à côté, mais en fait, la mère est un pilier. Et justement, parce qu'elle a ce rôle de pilier, parce que voilà, elle soutient le tout, elle n'a pas de temps à perdre, hein. Je dirais qu'on n'a jamais du temps à perdre à faire des câlins et des bisous, hein, mais elle n'a pas de temps de perdre à ça. C'est-à-dire qu'elle se plaint parce que la vie est difficile, parce qu'elle vit une situation qui n'est pas marrante, on peut le comprendre, mais elle assure le quotidien. Et ça, Tana s'en rendra compte un peu plus tard. Il lui rendra justice un peu tard, bien sûr, mais l'essentiel, c'est qu'elle s'en rende compte à un moment donné. Tana, elle fait un choix, elle le dit elle-même d'ailleurs, elle fait un choix facile. Elle a le choix entre un père qui permet tout et qui lui offre l'univers, et une mère qui a un rôle de mère qui est plutôt dans la restriction, rentre à l'heure, fais tes devoirs, etc., ce qui n'est pas très, très poétique. Et donc, elle fait le choix du père, mais elle fait le choix du père aussi parce que même intuitivement, elle doit sentir cette fragilité du père. Le père est vraiment un être très particulier. C'est un empereur, mais c'est aussi un être extrêmement fragile. Elle le dit d'ailleurs, elle le compare à un château de cartes à un moment. Elle dit que l'univers du père, le père lui-même, c'est comme un château de cartes et qu'un château de cartes, si personne n'y touche, il peut tenir 1000 ans. Mais un souffle et il s'effondre.
Et à partir du moment où elle va comprendre ce qui se joue vraiment dans la famille, elle sera toujours en quête et en anxiété par rapport à cet effondrement possible. Donc elle fera tout ce qu'il faut pour que le père ne s'effondre pas. Pour parler de la mère, effectivement, le contact n'existe pas entre la mère et la fille. Ça peut même être assez dur à lire. Mais la mère ne nomme jamais sa fille. Est-ce que le fond du problème n'est pas aussi que Tana n'existe pas en tant que Tana, elle existe en tant que toi, et une fois en tant que ma fille, Oui. dans une circonstance particulière? Oui. Alors ça s'explique pour des tas de raisons. La plus simple étant que le père a choisi tous les prénoms et qu'il a donné à ses enfants des noms d'îles et d'archipels qui ne sont pas toutes faciles à porter. Il y en a qui s'appelle Trombelin, par exemple, donc on l'appellera Trombelin pendant toute son enfance. C'est pas facile. Le choix du père est un choix particulier que la mère a accepté. Hein. C'est dans l'histoire, on le sait. La mère a accepté que le père choisisse les noms. Mais le choix du père... je pense qu'en fait, c'est d'ailleurs dit dans le roman, hein, d'une certaine façon, la mère a eu 6 fils. Ça fait beaucoup de garçons dans une famille, hein, plus son mari. Donc elle était toute seule. Elle a eu enfin une fille. Et on peut supposer qu'elle a fantasmé sur les relations avec cette fille. Et voilà, il y aurait un contact et on parlerait peut-être de choses. Parce que la mère de Tana est très coquette. Elle s'habille d'une façon vraiment, elle est très, voilà, très, très attentive à sa tenue. D'ailleurs, Tana la juge pour ça. Elle la juge même durement. Elle trouve qu'elle s'habille trop jeune, elle trouve bon, parce que Tana est une enfant de vieux, c'est-à-dire que en fait lorsque Tana naît, sa mère a 41 ans, ce qui n'est pas excessif, mais bon, elle a 41 ans, le père en a 46, et surtout Tana est élevée presque comme une enfant unique, les enfants sont partis, les frères sont partis, donc elle est seule avec ses parents vieillissants et qui forme un couple quand même très particulier, et dans un appartement qui n'est pas très gai, dans un fond de vallée probablement alpine, un endroit qui ne prête pas à la joie et l'épanouissement. Donc, elle a une enfance assez morne, Tana, et elle attend justement le moment où peut-être elle pourra aller sur l'archipel pour que ça change. Et la mère, elle s'est bataillée, elle s'est bagarrée avec tout ça pendant des années, elle a pris tout ça à bras le corps. Et c'est une femme qui est fatiguée, qui téléphone des heures à ses amis pour se plaindre, mais parce que c'est sa seule soupape. Elle n'a pas de loi de confin, la mère. Elle n'est jamais dans l'imaginaire. D'ailleurs, elle critique beaucoup ce qu'elle appelle les imaginations. C'est une femme qui est très pragmatique, elle est complètement dans le réel, ce qui est pesant, bien sûr, surtout par rapport à un empereur tel qu'Agapito Ier, qui est toujours dans des lieux extraordinaires, enfin, en tout cas qui pense l'être. Mais encore une fois, c'est elle qui tient la famille, qui fait que tout ne s'effondre pas. Vous dites qu'au moment de sa mort, Tana ne ressent pas de tristesse, mais de la frustration. Oui. Ça veut quand même dire qu'il y avait une attente. Il y avait une attente de quelque chose, d'une histoire. Bien sûr. Ben, je pense que tous les enfants qui ont raté leur relation avec les parents, il y en a, hein, sont dans cette frustration, bien sûr, parce que de toute façon, même quand les parents sont de bons parents, ils ne sont jamais exactement tels qu'on les aurait voulu. C'est normal. C'est-à-dire que les parents fantasment peut-être sur l'enfant à venir, mais les enfants aussi, au bout d'un moment, fantasment sur le parent idéal. Donc, c'est rare d'avoir une relation qui est parfaitement harmonieuse de la petite enfance à l'âge adulte. Parfois, il y a des périodes où ça se joue, l'adolescence, ou voilà, qui sont plus compliquées, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont frustrés parce qu'ils ont eu l'impression de ne jamais avoir dit des choses essentielles à leurs parents, de ne pas avoir pu parler de choses importantes. Et j'ai rencontré beaucoup d'adultes, moi, qui me disent ça, qui me disent, mais avec mon père, on ne parlait jamais. Avec ma mère, je n'ai jamais pu rien partager. Et parfois, c'est justement après le départ du parent, le père, la mère, bon, ou la personne qui en a tenu lieu, que l'on se rend compte que s'il y avait beaucoup de choses qui étaient là, mais on n'a pas forcément su les saisir. Alors, c'est ce qui se passe pour Tana, c'est-à-dire que effectivement, elle n'a pas d'amour pour sa mère, mais elle aurait aimé avoir de l'amour pour sa mère, parce que c'est une petite fille et que toutes les petites filles aimeraient pouvoir aimer leurs parents et que leurs parents soient les meilleurs du monde. Et d'ailleurs, quand il va y avoir vraiment la crise, la grosse fracture, il va y avoir comme ça, elles vont se frôler. Il va y avoir un moment tellement difficile qu'elles sont presque au moment où elles pourraient se rejoindre, et puis bon, ben voilà, le quotidien va reprendre le dessus, mais à un moment, voilà, sa mère lui parle, sa mère lui explique des choses, là, ça pourrait être un moment propice, seulement on est tellement dans le drame que malheureusement, là, c'est pas possible. Oui.
Tana est à son tour mère de famille. Alors, on le découvre dans une alternance dans la construction dont on parlera sans doute tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'on n'a pas une Tana. Enfin, vous ne racontez pas le récit de façon linéaire en suivant son Tana devenir grande, puis amoureuse. Donc, on l'a quand même à deux âges assez. La cinquantaine, en fait, 9 ans et 50 ans, 9 ans, 19 ans et 49 ans à peu près. Oui, c'est ça. Je regarde un peu cette perspective-là. Elle n'élève pas ses filles, elle a deux filles, elle n'élève pas du tout ses filles de la même façon. Donc la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que Tana obéit à ce réflexe de vouloir corriger l'éducation qu'elle a reçue ou de vouloir réparer la relation qu'elle a avec sa mère? Je ne sais pas comment vous le dites dans le livre, ça. Et en fait, dans le livre, on se rend compte que finalement, elle a fait un choix. C'est une femme qui a choisi une profession qui n'est pas sans rapport avec les rêves de son père. On s'en rend compte très vite. Hein. Donc, il y a quand même une espèce de filiation, on va dire, curieuse. Mais lorsqu'elle a ses filles, on se rend compte qu'en fait, elle voyage dans le monde entier. Elle va de volcan en volcan, elle voyage dans le monde entier. Et donc, elle a un père, enfin un mari, qui est donc le père de ses filles, qui lui, finalement, quelque part, est là aussi pour veiller au grain. Donc, c'est comme si finalement il y avait une forme d'immersion. C'est-à-dire que, Comme ça. ouais, elle prend le rôle d'Agapitro, finalement. C'est elle qui va voyager dans les archipels et sur les volcans. Et le mari, sauf que ça ne se joue pas de la même façon, bien sûr, il y a la tendresse, etc. D'ailleurs, elle le dit, elle raconte quand elle revient les deux filles dans le lit, et puis les miettes de biscottes, et puis voilà, il y a son compagnon, on se fait des bisous, on est heureux d'être ensemble, etc. On sent qu'il y a de la chaleur là. Mais quelque part, elle est à la fois attirée par le monde de son père, enfin ce que son père lui a appris, le volcan, grande montagne chaude, etc. Elle a été attirée par ça et ça a guidé sa vie, mais elle réalise aussi ce que sa mère n'a jamais vécu, c'est-à-dire être une femme libre. Parce qu'à aucun moment, sa mère n'a pris sa liberté. Sa mère a subi, en fait. Elle a accepté de subir. Et Tana se rendra compte tardivement, mais se rendra compte que oui, il y a de l'amour entre ses parents. Elle ne s'en rendait pas compte, mais il y a de l'amour entre ses parents. Pardon. Mais sa mère, en fait, ne s'est jamais donné le droit d'exister pour elle-même. Jamais. Donc Tana, elle, finalement, elle va le faire, ça. Elle va le faire, elle va prendre sa liberté et elle va voyager dans le monde entier. Dans le livre, vous racontez, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, vous racontez cette histoire, l'histoire d'une petite fille qui est une princesse avec son papa. Et puis, petit à petit, on apprend que les choses ne sont pas tout à fait comme celle-là. Mais pourtant, vous parvenez à nous tenir encore pendant 200 pages, je crois. Attendez, je ne sais plus très bien. Oui, je crois que c'est ça, 200 pages. Alors que le lecteur est au parfum, donc le secret est éventé, voilà, la trame est découverte. Comment ensuite parvient-on à garder, à fabriquer un suspense, à garder le lecteur et à raconter une histoire quand finalement, normalement... Il est 19h30. Désolée, c'est mon ordinateur. On l'entend à 8h aussi. Quand finalement, normalement, une histoire, voilà, elle est déflorée. Donc, normalement, elle s'arrête à ce moment-là. Et vous, c'est à partir de là que vous la commencez véritablement. À partir de quel subterfuge, quel suspense, quelle stratégie d'écriture vous parvenez à nous garder en haleine? En fait, si vous voulez, je pense que le lecteur y croit parce que Tana y croit. C'est-à-dire que alors, il va se passer quelque chose dans le livre, effectivement. C'est qu'à un moment, Tana a toutes les raisons de ne plus croire à l'archipel, on va dire. Hein. On va dire ça comme ça. On va comprendre pourquoi, mais elle n'a plus, toutes les raisons de ne plus y croire. Et elle va choisir d'y croire quand même. Oui. Elle va choisir d'y croire quand même par amour pour son père. Et donc, elle va continuer, elle, à aller dans l'archipel, alors que normalement, elle devrait dire, bon, ça va, j'ai compris. Non, elle va continuer à être une princesse. Elle a même un copain, un garçon qui arrive à ce moment-là, à un moment crucial pour elle, parce qu'en plus, il faut se mettre dans la peau d'une petite fille de 9 ans. Elle n'a pas beaucoup d'amis, elle a une amie avec laquelle elle se dispute juste avant de comprendre ce qui se passe dans sa famille. Donc, elle est en plein drame au moment où elle est fâchée avec son amie. Vous savez, les petites filles, parfois, peuvent être très exclusives. C'est ma copine, c'est pas la copine d'une autre. On se raconte tout, on peut se téléphoner des heures. Sauf que là, la copine, elle n'est pas là. En plein drame, elle n'est pas là. Mais à la place,
j'allais dire, un garçon arrive, qui vient d'arriver dans l'immeuble, bon, qui est plus grand qu'elle, qui est pas forcément voilà, très affûté, qui est un peu balourd, mais il répare les chaînes de vélo, il l'écoute. Et il est tout à fait convaincu, lui, puisqu'elle lui dit que oui, c'est une princesse et que oui, il y a un archipel qui lui appartient. Et donc, à partir du moment où elle se rend compte en fait de ce qui se passe, elle décide de croire et elle communique le rêve à d'autres. Et quelque part, elle adopte un prince en plus. On ne sait pas. Des fois qu'il pourrait se marier, on ne sait jamais. Bon, elle n'est pas sûre. Enfin, en même temps, Lui, elle a oui. 9 ans. Lui, Oui, 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 oui. Mais elle a 9 ans. Lui, il est plus grand. Hein. Il a vers 12 ans. Hein. Donc, normalement, une petite fille de 9 ans ne devrait pas l'intéresser. Mais Tana est une personnalité particulière. Et donc, lorsqu'elle lui raconte l'histoire, il dit que de toute façon, il y croit et qu'ils se marieront. Il n'y a pas de problème. Donc, elle a trouvé des oreilles, en fait, une paire d'oreilles attentives. Et c'est la seule chose qu'il lui fallait. C'est-à-dire que elle se rend bien compte que la réalité, encore une fois, n'est pas du tout celle qu'elle pensait, mais par amour pour son père, alors qu'elle aurait pu le détester, ce père-là, elle va se rendre compte que non, elle va continuer à y croire, mais elle choisit d'y croire. Le père n'a rien choisi du tout. Agapito Ier n'a rien choisi du tout. François Mollet non plus. Il n'a rien choisi du tout. Par contre, elle choisit. Elle choisit de continuer à croire au rêve de son père, mais en y croyant d'une façon comme vous savez, comme font parfois les enfants qui se doutent bien que le Père Noël, mais en même temps, ils continuent. Et ils continuent à se raconter l'histoire du Père Noël. Ça ne dure pas toute la vie, mais ils continuent à se raconter l'histoire du Père Noël. Et si jamais on leur dit, alors qu'ils savent quand même plus ou moins pour en avoir entendu parler à l'école, que le Père Noël, bon, hein, ils vont continuer à y croire. Et si on leur dit, tiens, regarde, est-ce que c'est pas le traîneau du Père Noël qui passe, ils vont regarder parce qu'ils vont espérer le voir. Et quand on espère suffisamment les choses, comme le dit Tana, la vérité, c'est quand on croit. La vérité, c'est quand on croit. Donc, si vous voulez, à partir où Tana y croyait, j'y croyais aussi. Si j'y crois aussi, c'est normal que le lecteur y croit quelque part, parce que en fait, le lecteur découvre l'histoire comme moi je l'ai découverte. En fait, nous avons la même progression, le lecteur, la lectrice et moi. Nous avons la même progression. La différence, c'est que je l'écris, l'histoire. Mais en fait, suivre la vie de Tana telle qu'elle est décrite dans le roman et les différents chapitres, c'est vraiment suivre le chemin que j'ai emprunté. Oui, avec beaucoup de vous, beaucoup de cet humour. On parle de votre plume qui est toujours oui, minutieuse et en même temps légère. Tout est fluide, tout embarque en fait, pour reprendre la métaphore de l'île et des gâteaux. Et il y a toujours, oui, cet humour, à un moment quand même, cette maman qui est beaucoup trop colorée, beaucoup trop. D'ailleurs, elle en a trop, c'est son expression, ça lui va bien ce mot. Elle en a son trop, oui. J'en ai Voilà, elle a son trop, voilà. Et elle est toute en rouge pour partir donc, avec sa fille voir le père. Et vous dites qu'elle ressemble à une borne incendie. Et il y a ce genre de choses comme ça. Et vous piquez sans arrêt le texte qui pourrait être dramatique en mains endroits, mais il n'y parvient pas. Comment est-ce que vous réussissez cet équilibre voilà, qui sauve d'une lourdeur pour rester toujours dans quelque chose d'essentiel et en même temps de léger? Je pense que la légèreté vient de l'enfance de Tana. C'est-à-dire que encore une fois, le livre se partage entre Tana petite et Tana adulte, mais largement adulte. Hein. Donc, revenue des plus grosses crises et guérie des plus grandes douleurs, on va dire. Hein. Donc voilà, elle est arrivée à un moment où voilà, c'est une femme mûre qui mène la vie qu'elle voulait mener, qui est arrivée là où elle voulait aller. Donc c'est une femme stable. Et Tana, elle a 9 ans au moment de l'histoire et elle a cette volonté de croire parce que c'est une petite fille. Et donc je pense que la légèreté vient de l'enfance, tout simplement. C'est-à-dire que après, chaque auteur prend la voie qu'il veut emprunter. Mais je pense que le pathos n'est pas utile. C'est-à-dire qu'on peut dire les choses les plus dures, on peut parler des sujets les plus graves. Il y a des moments où on ne peut pas faire l'économie de la gravité. C'est impossible. D'ailleurs, ce livre est réellement, je pense, moins drôle que d'autres que j'ai pu écrire. Il est beaucoup plus onirique, mais effectivement, il est moins drôle. Il y a peu, on ne va pas éclater de rire avec le confin. Et plus dans vos rétablissements, ça c'est vrai. On peut faire je n'ai pas pu faire l'économie d'une forme de gravité par moment ou
ou de nostalgie ou de mélancolie parce que c'était difficile d'en faire l'économie. Mais après, je ne crois pas que aller creuser le plus loin possible pour voir jusqu'où ça fait mal, je ne pense pas que ça soit utile en fait. Je trouve, enfin, il me semble que parfois, si on en dit plus, on en dit trop. C'est pas la peine. Moi, je n'avais aucun mal à comprendre ce que voulait dire Tana et je n'avais aucun mal à rêver avec elle. Et je sais que les lecteurs et lectrices font pareil. C'est-à-dire que lorsque je lis un livre, j'aime bien qu'on me prenne par la main, mais jusqu'à un certain point seulement. Il faut que je puisse aussi, moi, quelque part, rentrer dans le livre et bien amener ma propre. Donc, à chaque lecteur, à chaque lectrice, d'amener, s'il le désire, sa propre part de gravité ou de noirceur ou de lumière. Le livre est ce qu'il est. Et je pense, j'espère en tout cas que ma façon d'écrire laisse la place justement pour que chacun puisse amener. Certains vont lire ce livre en amenant des souvenirs personnels, c'est évident. C'est évident. Il y a des lecteurs, des lectrices pour qui ça va parler d'une façon beaucoup plus émue que pour d'autres. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils y mettront plus de douleur. Ça dépend du ressenti de chacun. Donc, l'écriture, c'est aussi, à mon sens, bien sûr, c'est d'amener le lecteur à partager une histoire, c'est de l'amener sur des chemins qu'il n'avait peut-être jamais empruntés. En l'occurrence, ceux de l'archipel, il y a peu de chance, hein, donc il va les découvrir. Mais c'est aussi laisser la liberté au lecteur de cheminer jusqu'où il veut aller dans le livre. Et quand je rencontre des lecteurs, je leur dis, en fait, un livre, c'est un objet très particulier parce que d'abord, s'il est posé sur le coin de table, il ne sert absolument à rien. C'est un objet mort. Donc, c'est un objet qui ne prend vie que lorsqu'on l'ouvre. Et lorsqu'on l'ouvre, il se passe quelque chose de formidable. C'est qu'il y a brusquement l'alchimie entre ce que l'auteur a écrit et ce que vous ressentez. Et en fait, un livre tel que moi je l'ai écrit, il n'est pas fini, ce livre-là. Loin qu'enfin va exister par la pensée et l'imagination des lecteurs. Il y a des lecteurs qui vont vraiment voir l'archipel, sans aucun doute, et qui vont mettre beaucoup plus de détails que j'en ai mis. Et il y en a qui vont rester dans quelque chose de très suggéré, parce qu'ils ne sont pas visuels, et ça ne les empêchera pas de ressentir les choses. Mais chacun va amener son propre univers, et c'est ça qui est important. Tana elle-même ne voit certainement pas l'île comme son père la voit, mais c'est pas grave. Vous avez commencé d'écrire il y a une trentaine d'années, et c'était pour la jeunesse, Oui. Sabine. Pourquoi avez-vous commencé par... Vous avez beaucoup écrit d'ailleurs pour la jeunesse. Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup, un peu moins quand même maintenant. Alors maintenant, j'écris toujours des albums pour les jeunes enfants. Voilà. J'ai arrêté tout ce qui est roman jeunesse. Oui. J'écris que pour les adultes maintenant. Après, ça n'empêche pas les grands adolescents de me lire, hein, mais je n'écris pas pour la jeunesse. Par contre, j'écris toujours des albums, ça oui. Oui. Et pourquoi l'écriture s'est déclenchée pour la jeunesse chez vous? Alors, elle ne s'est pas déclenchée par cette écriture. Enfin, j'ai toujours écrit, en fait. Hein. Toujours écrit. Vous avez commencé à publier toujours écrit. pour la jeunesse. Pourquoi Alors, j'ai commencé à publier pour la jeunesse. J'écrivais déjà pour moi des choses qui n'étaient pas du tout pour la jeunesse, mais qui étaient pour moi, en fait. Et j'ai commencé par la jeunesse. Pourquoi? Parce que j'ai eu des enfants. Tout simplement, en fait. C'est à mes enfants que je dois le fait d'être auteur aujourd'hui, c'est évident, parce que j'écrivais pour moi, mais je n'avais pas du tout envisagé de devenir auteur. D'ailleurs, ça me semblait juste invraisemblable, inimaginable. Bon, j'aimais écrire, je vous dis, j'ai toujours écrit. Quand j'avais l'âge de Tana, j'écrivais déjà, depuis un moment déjà. J'écrivais, j'ai toujours aimé ça. Mais j'écrivais, j'avais rien d'une enfant surdouée. J'étais une petite fille de 6 ans ou 7 ans, comme ma petite fille qui est venue passer quelques jours à la maison et qui écrit des histoires, voilà, comme beaucoup d'enfants le font à 6 ans, 7 ans, 8 ans, voilà. Donc je faisais ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai eu mes enfants, je leur ai raconté des histoires, comme font la plupart des parents. J'achetais des livres, bien sûr. Mais parfois, je tombais en panne de livres, c'est-à-dire que ceux que j'avais à leur proposer, ce n'est pas ça qu'ils avaient envie d'écouter, donc j'ai inventé des histoires. Voilà. Et comme tous les enfants, quand j'inventais des histoires, eh bien, le lendemain, ils voulaient que je la raconte, mais pareil. Il ne fallait pas que je raconte différemment. Donc, j'ai fait pour mes enfants ce que je n'ai jamais fait pour moi. J'ai pris des notes sur les histoires que je venais de leur inventer en me disant, voilà, il faut que je prenne des notes. Et du coup, je me suis mise à écrire ces histoires, une fois que je les avais racontées, à les écrire, à les poser sur le papier. Donc, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, je me suis dit,
mon ambition était très, très modeste. Je me suis dit, ce serait un joli cadeau si j'avais une des histoires que j'ai écrites pour mes enfants, inventées pour mes enfants, si elle était publiée, parce que je pourrais leur offrir ça quand ils seront plus grands. Voilà, ça commençait comme ça. J'ai envoyé à un éditeur qui m'a dit, ah bah oui, ça me plaît bien. Et puis voilà. Et je n'ai plus arrêté. Et j'espère arrêter le plus tard possible. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour à quel âge était la retraite des auteurs. J'ai dit, j'espère qu'il n'y en a pas. Parce que je ne parle pas des conditions financières, je parle du fait de s'arrêter d'écrire. Oui, bien sûr, mais tant que vous recevez des visites de vos personnages, parce que ça tient beaucoup à ça tient quand même à des figures chez vous. Tiens, si un jour ils ne viennent plus, eh bien je vais peut-être beaucoup m'ennuyer et j'écrirai plus. Oui, c'est bon. possible, ça peut arriver. Tout est possible. Pour l'instant, ça va. Voilà, je crois que ça va. Nathalie? Oui, je suis là. J'ai entendu parler d'enfants, donc du coup, je suis venue. Parce que moi, je suis un grand enfant, en fait. J'ai des questions pour Marie-Sabine. La première, elle vient de Geneviève, qui vous salue d'ailleurs au passage. Marie-Sabine Roger, certains de vos romans ont été portés à l'écran. Celui-ci pourrait-il suivre le même chemin? Seriez-vous heureuse de voir vos personnages mener leur vie hors des pages du livre? Alors, c'est une vaste question, ça. En fait, est-ce que ça pourrait être adapté? Je n'en sais rien. Parce que les lecteurs me disent très souvent, votre livre, on pourrait en faire un film. En fait, la réalité du cinéma, elle est autre, elle est différente. Déjà, c'est vrai que c'est difficile d'être adapté. Moi, si je l'ai été, c'est un hasard complet. Une chance aussi, bien sûr. Hein. J'ai été adapté 2 fois par Jean Becker. Bon, c'est quand même un monsieur qui fait un beau travail. Hein. Donc, c'est une chance, mais je ne suis pas allée le chercher. C'est lui qui avait lu le livre, qu'il avait aimé, qui a voulu adapter. Après, il y a eu 2, 3 projets voilà, qui ont un petit peu montré le bout d'oreille, mais ça ne s'est jamais fait, en fait. Au final, c'est très compliqué, être adapté, c'est très compliqué. Après, l'autre question, c'est ce que j'aimerais faire une réponse de Normand, ça dépend. Ça dépend de l'adaptation, en fait. Parce que le fait d'être adapté, vous savez, la plupart des lecteurs n'aiment pas voir ce qu'ils ont lu au cinéma parce qu'ils sont souvent déçus ou déstabilisés. Et moi, je suis une lectrice comme les autres. Hein. Donc, c'est vrai que c'est souvent, lorsque j'ai aimé un livre, je ne suis pas forcément fan de l'adaptation. Donc, oui, bien sûr, quand un roman est porté à l'écran, ça donne comment dire, une aura bien plus grande à l'histoire, mais pas forcément au livre. C'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui me disent ah, j'ai adoré La Tête en friche, le film, mais ils l'ont jamais lu en fait. Et c'est pas grave, je le comprends, mais les gens me disent j'ai adoré le film. Mais bon, c'est d'ailleurs maintenant on me pose des questions drôles. On me demande si j'ai écrit mon livre d'après le film, si c'est une novélisation. Donc je dis non. Oui, parce que les novelisations sont de plus en plus au bout du jour, et donc il y a certains lecteurs qui pensent que j'ai écrit en adaptant en fait le film. D'accord. Émilie, elle voudrait savoir qu'est-ce que vous avez découvert, vous, avec ce livre-là, quand il a été terminé? Qu'est-ce que j'ai découvert? Ah, la question n'est pas facile. Je ne vous dirais pas que j'ai découvert que moi aussi j'avais envie de rêver malgré tout, mais quelque part c'est un peu ça, oui. Découvert, je ne sais pas si c'est le mot, mais ça m'a permis de ressentir un certain nombre de choses, y compris dans la notion de passation du rêve par rapport aux parents. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vivais une période difficile, et ça m'a aussi beaucoup reporté à mon propre père, qui était un grand voyageur. Et donc, toutes ces choses ne viennent jamais de rien. Pour revenir aux questions de Karine, voilà, j'y reviens. Ça ne vient pas forcément de rien ni de nulle part. C'est vrai que mon père était un voyageur. J'ai voyagé 3 fois avec lui quand j'étais petite. La Turquie, les pays nordiques et l'Iran. Et ça m'a marqué à vie, en fait. Donc, ça m'a ramené aussi à l'hommage rendu, quelque part. Voilà. Ce que nos parents nous ont amené de rêves ou d'autres choses, de techniques, de savoir-faire. Ce que nos parents nous ont apporté, on en est redevable et qu'est-ce qu'on en fait en fait de cette redevance? On en fait quoi? Alors Nathalie, elle voudrait savoir quels sont les auteurs qui ont nourri votre imaginaire d'écrivain et de lectrice. Oula, mais vous avez 3 jours. Non. Alors bon, non. alors je vais parler des premiers lecteurs, des premiers auteurs, je veux dire. J'en parle régulièrement, mais je vais parler des premiers auteurs parce que quelque part, ils forment aussi le lecteur que nous allons devenir ou l'actrice que nous allons devenir. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents et des grands-parents qui étaient lecteurs. Il y avait beaucoup de livres à la maison, donc j'avais le choix. Et c'était pas une question
de maturité. Je veux dire, on me laissait livres. Alors, je suppose que les livres qui n'étaient vraiment pas pour mon âge, c'était ceux qui étaient en haut des étagères. J'étais encore plus petite qu'aujourd'hui, donc c'était facile de mettre un interdit, il suffisait de mettre ça trop haut. Mais je lisais beaucoup. J'ai adoré Zola, j'ai adoré Edgar Poe, j'ai adoré les nouvelles de Maupassant, j'ai adoré Bradbury. J'ai lu toute Agatha Christie, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, tout le monde ne l'a pas lu, mais moi j'avais ça à la maison, donc j'ai commencé et j'ai terminé. J'ai lu Lovecraft. Lovecraft. Donc j'ai eu toute une période où j'étais plus tournée vers le fantastique et les textes étranges. Je pense que ça a beaucoup nourri mon imaginaire aussi, même si moi, de mon côté, je n'ai jamais vraiment écrit dans le fantastique. J'ai écrit un roman en fantasy et un autre en fantasy parodique, mais ce n'était pas du fantastique comme peut l'écrire Lovecraft ou comme pouvait l'écrire Poe, hein, ça n'avait rien à voir. Mais ça m'a quand même ouvert des horizons. Voilà, je pense que ce sont ces auteurs-là. Après, je l'ai dit en blaguant, mais c'est une réalité. Des auteurs qui m'ont marqué, qui m'ont nourri, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et j'espère qu'il y en aura encore longtemps. Alors, j'ai une dernière question de Charlotte. Comment arrive le livre suivant? Vous arrive-t-il d'avoir peur de la page blanche ou avez-vous plusieurs livres en attente? Non, ce qui se passe, c'est que comme j'écris en jeunesse, je peux parfois écrire un album durant le temps d'écriture d'un roman, parce que ça ne se fait pas concurrence quelque part. Et puis un album, c'est toujours un texte, c'est beaucoup plus court en fait. Je ne suis pas un auteur rapide, je mets 1 an et demi à 2 ans pour écrire un roman, donc il faut quand même le temps que ça s'installe. Alors je mets ce temps-là aussi parce que je ne sais pas où je vais. Donc j'ai besoin d'avoir des pauses et puis par moment, tout simplement, les personnages ne sont pas là. Je veux dire, moi je suis là, je les attends, mais ils ne viennent pas au rendez-vous, donc il faut que ça s'installe. Euh, L'angoisse de la page blanche, je ne dirais pas ça comme ça. Je pense qu'au début, peut-être un peu, je l'ai eu. Aujourd'hui, non. Je sais que ça va venir. C'est peut-être certitude trompeuse, parce que le jour où je le disais, ça ne viendra peut-être plus. Mais je sais que ça va venir. Alors, j'ai des temps de latence, c'est-à-dire qu'après un roman, j'ai besoin de sas, de décompression. Je ne peux pas écrire tout de suite autre chose. Ce n'est pas possible d'écrire une autre fiction en sortant de Loin et Confins. Il faut que ça se repose, tout ça. Il faut laisser la place à autre chose. Et laisser la place, ça veut dire se taire aussi, ce que je ne fais pas depuis 1 heure, mais il faut apprendre à se taire. Voilà. Donc, ça nécessite un temps. Il y a d'autres auteurs pour qui ce n'est pas du tout un problème, qui peuvent écrire plusieurs textes. Ça n'a rien à voir avec la qualité de l'écriture, c'est juste une gestion personnelle. J'ai besoin, moi, de me remettre, j'allais dire, quelque part d'un livre avant d'entamer un autre. Voilà. Si tu permets, la seule exception est... Karine. Allez-y. Oui, hop. Oui, non, si tu permets, Nathalie, je voulais demander à Marie-Sabine qui nous a dit tout à l'heure, qui a commencé à dire que le livre d'après ne serait pas un roman. Vous travaillez donc cette fois-ci, et c'est assez inédit, sur un texte qui ne sera donc pas un roman. Ce ne sera pas un roman, oui. Ce ne sera pas un roman, ce sera un récit. Donc voilà, on en parlera plus tard, mais oui, ce sera un récit, c'est la première fois que je fais ça, c'est-à-dire que je parle vraiment de choses qui sont intimes. Donc en fait, vous n'attendez pas le personnage, il vient s'asseoir à la table avec vous. Oui, vous. oui. Là c'est moi. Là, en l'occurrence, je n'ai pas besoin d'attendre, c'est moi. C'est-à-dire c'est au moins un témoignage, un récit de choses vécues. Voilà. Sans en parler, c'est plus difficile de parler du réel ou que de la fiction, l'exercice? Alors, ça, bon, disons que ce texte-là, c'est écrit quelque part en parallèle avec Loin et Confins, mais pour les raisons que je vous ai énoncées tout à l'heure, c'est-à-dire que je vivais donc la fin de vie de ma mère, en fait. Hein. Donc, ce qui m'a amené à des réflexions, alors moi qui n'ai jamais écrit de journal intime, j'ai éprouvé le besoin de poser comme ça des choses sur la feuille, et voilà. Et ça finit par faire un texte, voilà. Donc, mais ce n'était pas le but au départ. Au départ, le but n'était pas ça, c'est que suite enfin, une fois que ce texte a été terminé, je l'ai donné comme ça à lire un peu à des gens qui me sont proches. Hein, je ne parle pas du monde des éditeurs, mais des gens qui me sont proches qui m'ont dit, mais non, en fait, il faut le partager. Donc, ce n'était pas mon choix au départ, puis ça s'installe. Voilà. Mais c'est une première, et c'est tout à fait possible que ce soit une dernière expérience, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai écrit de la fiction. Bon, ce n'était pas par désir de me protéger, c'est parce que je suis attirée par la fiction. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais écrit de journal intime quand j'étais jeune, donc je n'étais pas dans le besoin de me raconter en fait des choses qui m'étaient arrivées. Voilà, c'est vraiment ce passage particulier de ma vie qui a correspondu
correspondu aussi avec la soixantaine, voilà, qui est aussi quand même un âge qu'il faut fêter. Hein. Donc là, passé déjà depuis 3 ans, mais bon, voilà, ça correspondait avec un tournant de vie. Voilà. L'adieu aux parents, aux derniers parents restants, et puis l'arrivée dans la soixantaine et la réduction sur les cartes SNCF qui quand même fait plaisir. Point positif de l'affaire, voilà. C'est un avantage. Alors moi, je n'ai plus de questions. En tout cas, avant de vous donner le mot de la fin, mesdames, je voudrais remercier Marie-Sabine d'avoir passé ce bon moment avec nous. Je suis ravie que les explorateurs aient choisi votre livre parce que ce livre mérite toute sa place de numéro 1 du palmarès. Moi, je suis ravie. Vraiment. Donc, on rappelle que Loin Confin aux éditions du Rouergue est sur toutes les tables des librairies. On va remercier très chaleureusement Karine pour cette belle interview et surtout lecteur.com qui est aussi notre partenaire de toutes les rencontres en endroit où aller. Donc, merci beaucoup à lecteur.com de nous faire confiance et d'être là avec nous ce soir. Demain, on se retrouvera à 19h avec Face Again pour La discrétion aux éditions Plomb. Je vais vous remercier très chaleureusement aussi, Marie-Sabine et Karine. Je vous laisse le mot de la fin avant que le générique se déroule et je vous souhaite une belle soirée par la même occasion. Merci Nathalie, merci pour cet endroit où aller, où nous nous retrouvons, où nous aimons te retrouver, toi et Frédéric, et tous les auteurs que vous sélectionnez, que vous choisissez, que vous accueillez. Marie-Sabine, je souhaitais vous redire encore une fois merci et la fierté, la joie qui a été la mienne de voir à quel point vous avez été aimé. Et si vous allez sur le site de lecteur.com, vous verrez que tous les avis sont unanimes concernant Loin Confin, qui est vraiment un très beau texte, comme vous savez les écrire aussi. C'est vraiment du Marie-Sabine Roger, c'est-à-dire qu'on vous reconnaît. Il y a une plume, il y a une âme, il y a une certaine façon de transcrire le vivant. Et je voulais vous remercier, moi, d'avoir écrit Loin Confin. Je voulais remercier aussi votre éditeur, La Brune du Rouergue. Et puis, je vous laisse le mot de la fin, parce que vous êtes l'héroïne du jour. Merci à vous pour cette invitation. Merci à vous et à tous les lectrices et lecteurs pour l'accueil qu'ils ont fait pour ce livre-là. Ça me touche énormément en fait. C'est vrai que quand on écrit, on est un petit peu seul quand même derrière sa table et c'est extrêmement touchant de voir les réactions ou l'émotion que ça peut susciter. Donc voilà, je vous remercie de ce moment qui me tient chaud au cœur. Voilà. Merci mesdames, je vous souhaite une belle soirée.